Merci beaucoup. Alors la parole est à la salle. D'abord les questions des étudiants, je prendrai toujours en premier, puis après, tout le monde autrement. Là, il y a une question ici, je vous en prie. Levez la main pour que je vois s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a une là aussi. Oui. Alors, je vous en prie. Bonsoir. Allez-y, allez-y. Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain désintérêt du président Trump pour l'Europe. Comment expliquez-vous qu'il ait pu se sentir insulté par la proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne en novembre dernier? Merci beaucoup. Tourniquet. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci. Alors, on a tendance à attribuer à Winston Churchill cette phrase sur les États-Unis qui dit que les Américains, on peut compter sur les Américains pour prendre des bonnes décisions une fois qu'ils ont épuisé toutes les autres possibilités. Alors ça, c'est un peu ce qu'on espère, nous en Europe, tous les gens qui ne sont pas hostiles aux liens transatlantiques, et je m'inclus là-dedans. Mais en même temps, vous avez très bien... dit vous-même que Trumpisme, c'est un peu le symptôme, non pas quelque chose qui surgit de façon inattendue, même s'il y a un retour à une politique moins unilatéraliste et moins hostile aux liens transatlantiques après Trump, que ce soit les démocrates ou les républicains normaux, entre guillemets, il y aura forcément des sujets sur lesquels il n'y aura pas de retour en arrière. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus, c'est-à-dire par rapport à l'effet de cliquet qu'il y aura après Trump? C'est-à-dire il y aura certainement des administrations qui seront critiques de Trump, mais en même temps, ils diront on ne peut pas revenir en arrière, ce sont des choses qui ont été déjà faites, et d'ailleurs, ils seront assez confortables avec ça. Et juste une dernière chose pour plaisanter, quand vous avez dit que les Américains avaient contribué à l'invention de l'Europe, de l'unité de l'Europe, je ne vais pas vous challenger là-dessus, je peux partager en partie au moins cette affirmation, mais il ne faut pas le dire, je suis d'accord avec vous, non pas parce que c'est rude, mais aussi c'est ce que disent malheureusement nos souverainistes anti-Bruxelles, anti-européens, qui disent qu'on est ne serait-ce que des partenaires, junior partners des Américains, on inquiète ce genre, ce que dit aussi la Russie de Poutine. Donc, il faut peut-être y penser, mais pas le dire. En tout cas, dire qu'aux amis seulement. Merci. Merci, Toniquet. Il y a une question là, Jacques Tournier, je crois. Oui, ça marche. Moi, je me pose la question quand même de savoir s'il y a vraiment une communauté de valeurs au bout du compte. Je m'explique. On a eu la circonstance de la guerre froide, peut-être même de la guerre 39-45, qui nous a fait considérer qu'on appartenait, États-Unis et Europe, en tout cas Europe de l'Ouest, à ce qu'on a appelé le monde libre. Et qu'au fond, cette appartenance commune a permis de masquer ce qui est finalement la logique quand même fondamentale des nations, qui est celle des intérêts, et des intérêts égoïstes. Cette question, je dirais, est de moindre importance depuis la chute du mur de Berlin. Et au fond, est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui, tout simplement, à la résurgence des intérêts égoïstes des nations qui font que ce qui est nommé par nous une alliance et qui fondamentalement est quand même un protectorat aboutit à cette situation où le protecteur, un peu comme les Russes, alors évidemment sur un mode plus soft, comme vous savez, il y a une théorie qui dit la chute du mur de Berlin, c'est le moment où les gardiens ont été fatigués de garder ceux qu'ils gardaient. Et au fond, la question est de savoir si aujourd'hui, avec la résurgence et la divergence des intérêts entre l'Europe et les États-Unis, le gardien américain ne manifeste pas une certaine forme de fatigue à garder ce qu'il protège, ou en tout cas le protecteur à protéger ce qu'il protège, et qu'à partir de là, le malentendu, si je puis dire, les nombreux malentendus sur lesquels sont fondées la relation transatlantique et qui ont permis de recouvrir ou de masquer pendant très longtemps l'appartenance aux communes, au monde libre, ne sont pas en train de nous exploser à la figure en plein jour. Merci Jacques. Ça ne change rien à ta question sur le fond et à la réponse qui va être apportée. Sauf qu'on peut quand même constater que dans le monde, hélas d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'endroits où la démocratie prospère, sinon en Europe, aux États-Unis, en Australie, et voilà. Donc cette géographie-là fait quand même qu'il y a un partage des valeurs.
J'en sais rien, mais j'en sais d'autres. Voilà, donc je vais laisser répondre sur ces sujets. Laurence d'abord et ensuite Jérémy, sur ce point particulier, non? Oui, en tout cas, que les Américains en aient assez, c'est clair, c'est le discours de Trump. Vous avez tout à fait raison. On est assez pour garder les Européens. Oui, Trump étant dans une vision très transactionnelle des choses, il faut qu'il en ait pour son argent et il faut que ça rentre, etc. Mais bon, je reste quand même plus optimiste. Je pense qu'il y a autre chose que la rentabilité, que la fatigue. Il y a quelque chose, comme vous l'avez dit vous-même, de plus important qui ressort de la manière de vivre qui se joue dans le transatlantique. Voilà, mais j'ai pas grand-chose à dire sur les deux autres questions. Enfin, oui, c'est très bien parce que Jérémy va s'en emparer pour répondre. OK. Pour ce qui est donc de la question du pourquoi le gouvernement américain, l'administration Trump, s'est opposé à l'initiative de défense européenne proposée par Emmanuel Macron, je pense que, en fait, peu importe que Trump s'intéresse peu ou se désintéresse de l'Europe, ça n'est pas tellement ça qui explique ou qui a une incidence sur la réaction par rapport à cette situation. Ce qui compte pour les États-Unis dans l'Europe, c'est pas tellement la fonction de l'Europe en tant qu'allié ou partenaire commercial ou comme client. Je crois que l'un des gros clients finalement des États-Unis, c'est l'industrie de la défense américaine. Et c'est là plutôt que les liens se tissent, en particulier pour le Parti républicain, mais d'une manière générale pour les États-Unis. D'abord, c'est lié à la structure de l'industrie de la défense, mais la nature de cette industrie est telle qu'on ne peut pas développer, élaborer des armements de haute technologie sans pouvoir les vendre dans le monde entier. Et c'est vrai en particulier pour les États-Unis, qui ont besoin donc du marché européen. Et ce que l'on a vu dans la défense, ou l'initiative de défense européenne, c'est pas tellement le fait que l'Europe puisse se doter de certaines capacités. Ce qu'il voit là-dedans, c'est la volonté française de créer une chasse gardée pour le marché de l'armement. Et du point de vue de Washington, peu importe ce que sont les accords de défense, ça peut être par le truchement de l'OTAN, de l'Union européenne, ça peut être des arrangements ad hoc ou même clandestins, mais au bout du compte, quoi que vous fassiez, acheter des armes américaines, à part ça, le reste peut nous importer. Alors, ça, c'est la vraie raison de la réaction à cette proposition. Alors, alors j'ai simplifié un petit peu la donne, mais en gros, c'est ça le problème. Maintenant, la deuxième question, si je l'ai bien comprise, par rapport, est-ce qu'on pourrait assister quelle sera la donne après Trump? J'essaie de l'indiquer dans ma propre intervention, la différence entre la continuité et les points de divergence. Alors, vous parlez d'un effet cliquet. D'ailleurs, les choses sont liées. Moi, ce que j'ai constaté dans la politique intérieure et étrangère américaine, une tendance à s'éloigner de cette position de leadership mondial et en particulier de la relation avec l'Europe. C'est lié à des tendances démographiques, c'est lié à la nouvelle donne géopolitique et notamment l'acteur chinois qui a une telle présence. Les ressources américaines sont tellement sollicitées que le public américain, l'électorat américain se méfie de plus en plus des complications de la politique étrangère et l'idée de mettre en avant les intérêts de l'Amérique sont telles que... Et là, cela date d'avant Trump et cela se poursuivra après Trump. Ce qui n'a pas vocation à se maintenir indéfiniment après Trump, c'est cette hostilité envers certains pays européens
prises individuellement, notamment l'Allemagne, et où la notion de l'Union européenne ou de l'alliance avec l'Europe, le prochain président ou un prochain président américain pourrait dire, un petit peu comme l'avait fait Obama à sa façon, même s'il n'a pas atteint son objectif, sera amené à se dire, voilà, il pourrait y avoir une alliance transatlantique, je l'appelle de mes voeux, mais je ne peux pas la financer comme par le passé, je ne peux pas convaincre le public américain de le faire, je ne dispose pas des moyens, donc si vous voulez préserver cette alliance, il va falloir que vous crachiez au bassinet, si je puis me permettre cette expression. Mais enfin, c'est quelque chose qui va dans le sens de la pensée américaine. L'alliance pourra-t-elle être financée? On n'en est pas trop sûr. Est-ce que l'alliance pourra disparaître? Ça, du point de vue européen, on l'est encore moins. Là-haut. Je regarde un peu dans la salle où il y a d'autres questions. D'accord. Et de ce côté-ci? Monsieur, très bien. Attendez, votre tour viendra. Mais pour l'instant, la parole est ici. Allez-y. Bonsoir. Au vu de la scission des liens progressivement entre les États-Unis et l'Europe, et la France en particulier, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que des pays se tournent plutôt vers la Russie ou la Chine, progressivement, si les liens venaient vraiment à se... Même si vous étiez optimiste sur certains points, que les liens... soient rompus définitivement entre les États-Unis et l'Europe, que certains pays se tournent vers la Russie ou la Chine, et est-ce qu'il y aurait une opportunité à se tourner vers ces deux pays? Merci. Monsieur. Ne pensez-vous pas que l'évolution de la politique étrangère américaine matérialise simplement un changement dans les modalités d'action? On dit, il semble que ce soit un acquis qu'il y a, que l'Amérique deviendrait faible, mais n'est-ce pas simplement un changement de modalité d'action, en ce sens que sur le hard power, sur le fait que l'on s'engage militairement, on fait un peu machine arrière parce que c'est très coûteux, mais par contre, on développe les normes, on développe l'extraterritorialité des mesures juridiques, on a recours au GAFA, on a recours à tout un ensemble d'instruments très discrets, mais néanmoins très puissants, puisque par exemple dans l'abandon de l'accord passé avec l'Iran, les Européens, la France en particulier, ne peut pas exporter certains matériels parce que de petites pièces, enfin une certaine quantité technologique est inscrite dans les produits fabriqués. Donc est-ce qu'il n'y a pas une évolution d'une modalité d'action extrêmement violente et coûteuse vers des processus beaucoup plus discrets, mais néanmoins extrêmement puissants? Merci, monsieur. Alors, je crois qu'il y avait une question là, monsieur, d'abord. Merci. Merci. Oui, je voulais d'abord féliciter les organisateurs de la chaire parce que depuis 10 séances, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affirmation stratégique des Européens, pas de vision, pas de tactique, pas de volonté politique. Enfin, tous les intervenants nous ont dit ça. Je me disais peut-être qu'aujourd'hui ça allait changer, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'affirmation stratégique des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Donc, moi, je me demande un petit peu si on se projette à très long terme, si on n'a pas une Europe qui va devenir une super Suisse. Ah oui, il y a une armée suisse, il y a une armée de l'air suisse, il y a des équipements militaires, mais malgré tout, on ne cherche pas à s'en servir, avec peut-être un pays comme la France qui lui dira « moi, tout de même, je me sers un peu de mes équipements ». Et puis, de l'autre côté, des États-Unis qui se disent « bon, bah, l'Europe, oui, bon, c'est un marché ». Monsieur l'a très bien dit, mais finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la Chine, c'est la mer de Chine, c'est comment je défends mes intérêts en Asie, parce que c'est là où est mon avenir. Donc, bon, je n'ai pas vu beaucoup de raisons d'espérer ou de voir autre chose de toutes ces conférences, donc je voulais un peu votre avis là-dessus. Merci beaucoup. Il y a une autre question, ce sera la dernière. Bonjour. Une question qui était un petit peu évoquée là. Si les États-Unis diminuent leur financement pour l'OTAN, les exportations militaires US vont-elles diminuer? Merci.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal à demander aux Européens qu'ils augmentent leur quote-part et d'une certaine manière à refuser qu'ils reconquièrent leur marché domestique, pour faire simple, qui n'est pas une chasse gardée définitive des États-Unis. On peut comprendre que si les Européens augmentent leur contribution à leur défense, ce soit aussi pour favoriser leurs entreprises, leurs produits, leur équipement militaire. Il y a quelque chose de logique. Alors, dans quel ordre? Qui veut répondre? Vous voulez y aller, Laurence? Allez-y. Je vais faire vite parce qu'il est 53. Et pourtant, les 3 questions posées, je pourrais tenir des heures dessus. Et donc, je vais vraiment faire très synthétique en plus parce que je suis sûre que Jérémy doit dire des choses bien aussi. Donc, sur la Russie et la Chine, quels pays pourraient se tourner vers eux? C'est une bonne question. Si vous voulez, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point les pays limitrophes de la Chine d'un côté, de la Russie de l'autre, se méfient de leurs grands voisins. Je crois que c'est justement là le problème d'avoir des autocrates au pouvoir dans ces 2 pays. C'est-à-dire que ça ne fait pas envie, demander aux Polonais, demander aux Japonais. Ils n'ont pas envie vraiment de s'agglomérer à ces grands géants, même si la Chine essaye de le faire, hein, parce que notamment son projet des routes de la soie qui consiste à projeter son pouvoir commercial dans le monde. Et même si, de l'autre côté, la Russie, elle, mène un projet vraiment conscient et fort depuis des années pour saper la légitimité de nos démocraties. Et là, je veux parler des tentatives d'influence, enfin des tentatives réalisées, hein, d'influencer les électeurs aux États-Unis pendant la campagne de 2016 par le biais de leur compte Facebook, avec des millions littéralement de publicités, de marketing politique ultra ciblé envoyés aux Américains. Nous avons eu la même chose en France dans des proportions moindres lors des présidentielles de 2017, moindres notamment parce que nous étions prévenus justement. Et donc, pour répondre à votre question, donc je ne sais pas très bien qui va se tourner vers eux, mais enfin il y a des tentatives de leur part, ça c'est évident. Monsieur, sur les modalités d'action, alors là je vous renvoie sur mon fil Twitter, j'ai posté des choses sur un travail qu'on entame sur l'extraterritorialité du droit et les politiques de sanctions commerciales américaines qui sont, vous avez tout à fait raison, un moyen très soft power et extrêmement puissant de brider le développement de la puissance, même chez les alliés, puisque comme vous savez aujourd'hui, Peugeot, Renault et puis Total se retirent d'Iran parce que les États-Unis se sont retirés du JCPOA, donc le traité nucléaire avec l'Iran, et que donc ces entreprises, si elles font du commerce avec l'Iran, seront punies au titre des sanctions secondaires par le juge américain. Et donc là, on a quand même un privilège exorbitant, et ça pose problème. Je suis sûre que Jérémy aura quelque chose pour nous rassurer sur ce point. Et la troisième question, est-ce que l'Europe va devenir une super Suisse ? Quand même, nous, en France, on s'est posé la question très tôt, sous le général de Gaulle, même sous la 4e République, et c'est bien pour ça qu'on a développé une arme nucléaire, alors qui est la bombinette, certes, mais qui nous fait bénéficier du pouvoir égalisateur de l'atome. Je ne pense pas qu'on va devenir une Suisse. On est au Mali, on est... non, mais je vous vois... je pense qu'on ne peut pas... Si les publics, vous lirez mon rapport, ça vous rassurera. Allez, à vous, Jérémy. Yeah. Alors, justement, pour cette question de la super Suisse, moi, c'est une de mes questions favorites. Il me semble que tous les pays aimeraient devenir la Suisse. Enfin, c'est quel remarquable modèle. La Suisse s'en sort remarquablement bien. Mais l'essence même d'être helvétique, c'est d'être entouré de l'Union européenne. Et c'est ce qui rend l'helvéticité possible. L'Union européenne n'est pas entourée par l'Union européenne. L'Union européenne est entourée par un voisinage extrêmement difficile
Et je ne pense pas que, même si l'idée d'une super Suisse soit très attractive, moi-même j'aimerais bien y habiter, je ne pense pas que cette idée soit vraiment viable ni pour l'Union européenne dans son ensemble, ni même pour la France en particulier, quand bien même elle le voudrait. Quant à la question de se tourner vers la Russie ou vers la Chine, on a beaucoup parlé, on a beaucoup répété cela ici. On a dit que les États-Unis peuvent vraiment un casse-tête pour ses partenaires européens, mais il n'en reste pas moins que cette alliance transatlantique a été extrêmement bénéfique aux pays européens, y compris la France, depuis 70 ans. Et c'est la raison pour laquelle cet accord doit être maintenu. C'est un accord unique dans l'histoire de l'humanité, la mesure où vous avez d'un côté la prospérité et la protection qui a été accordée sans se mêler de trop près de ce qui se passait dans ces pays. Ce n'est pas la même chose que le pacte de Varsovie du côté soviétique ou de tout autre accord qu'on pourrait espérer conclure avec la Russie ou la Chine. Donc je ne pense pas que personne n'envisagerait avec la Russie ou la Chine une alliance qui remplacerait celle qu'on a avec les États-Unis. Et comme l'a dit Laurence, on le voit dans la façon, ne serait-ce que dans la façon dont ces pays mènent leurs politiques étrangères. Pour autant, pour que l'Europe soit plus indépendante, il faut qu'elle pense en termes plus géopolitiques et soit disposée à avoir des relations avec la Chine, avec la Russie, qui, même si elles ne ressemblent pas de près ou de loin à la relation qu'elles ont avec les États-Unis, ces relations devront... l'Europe doit pouvoir dire nous sommes un acteur indépendant sur le plan géopolitique, on pourra se joindre à la Banque asiatique de l'infrastructure industrielle, même si ça ne vous plaît pas, parce qu'il faut défendre nos propres intérêts. Ce sera la seule chose qui pourra inspirer nos peuples ou nos hommes politiques à créer les capacités qui permettront d'y arriver, à consentir les sacrifices politiques qu'il faut pour être l'acteur indépendant qu'on souhaiterait devenir. Et c'est un petit peu ça qui est paradoxal. Les Américains veulent que les Européens soient indépendants. Vous dites qu'il faut choisir. On ne peut pas demander aux pays d'acheter vos armes sans leur apporter la défense. Alors on ne peut pas obtenir ces deux choses réunies, mais on peut les demander. Croyez-moi, les États-Unis qui vont dans la tradition britannique d'avoir le beurre et l'argent du beurre, essaiera de demander ces deux choses, même si il y a quasiment une contradiction entre les deux. Il appartiendra à l'Europe de dire non, vous ne pouvez pas garder l'argent du beurre tout en achetant le beurre. Si vous voulez que nous défendions ou que nous contribuions davantage au budget, ce sera pour la défense, ce sera dans l'intérêt de la défense ou de l'industrie européenne. Mais les Européens ne sont pas en mesure de formuler cette position et c'est la raison pour laquelle les Américains continueront à demander le beurre et l'argent du beurre. C'est ce que je ferai à leur place. C'est ce que je ferai à leur place. Si en face de moi, il n'y a pas de réponse dans la dernière question que vous avez évoquée, sur savoir si c'est une nouvelle façon dont les États-Unis, dans les modalités d'action des États-Unis. Alors, je pense que c'est le cas. Alors, on parle de retrait. Je ne pense pas que les États-Unis se retirent du monde. C'est un pays très internationaliste. Les États-Unis, même les idéologues de l'administration Trump, peuvent être unilatéralistes, peuvent être moins, disons, portés vers les valeurs européennes, mais ils restent internationalistes. Les États-Unis seront toujours présents dans le monde, je ne sais pas de quelle façon, mais certainement de la façon militaire. Ce qui est certain, c'est que ce sont de nouveaux outils qui sont utilisés. C'est une nouvelle perception des valeurs de l'Alliance qui se fait jour, peut-être, mais ce qui sous-tend vraiment, disons, l'appréciation qu'a Trump du rôle des États-Unis dans le monde, c'est que les États-Unis sont un pays de commerce qui doit être en mesure de vendre et d'acheter des produits et d'avoir des
des filières intégrées dans le monde entier. Et pour ce faire, eh bien, il faut pouvoir exercer un certain pouvoir. Il faut définir les normes et la réglementation. Et rien ne semble montrer que l'administration Trump ou toute autre administration se retire de cette position-là. Et là, je crois que c'est quelque chose qui ne changera pas. Ce cycle sur l'Europe, et puis surtout après vous avoir entendu, si le président de la République me demandait un rapport, j'aurais envie de lui conseiller au moins 5 choses, quoi. La première, c'est que les Européens sont en situation d'affirmer leur intérêt stratégique, de défendre leur intérêt stratégique, d'être cet acteur global que tu évoquais à l'instant. Je pense qu'ensuite, les Européens doivent être en mesure de protéger l'Union. L'Union doit se protéger et d'abord être en capacité de contrôler mieux sa frontière. Je pense que la question de la réaction aux crises, pouvoir être en capacité de réagir à une crise majeure sur le sol européen ou à la périphérie est sans doute la troisième priorité. La quatrième, elle est capacitaire, parce que l'Europe, vous l'avez vu au cours de ces différentes conférences, à certains moments, on a souligné les déficits capacitaires européens qui sont aussi dans des formes de dépendance pour conduire des actions opérationnelles. Et puis le dernier, on y venait dans une des questions, c'est la problématique de la consolidation aussi d'une base industrielle et technologique. Ça fait au moins, je dirais, 3 priorités qui sont porteuses, mais à partir de là, il y a tout un travail d'élaboration, de construction politique, de formulation de recommandations et de propositions. Et ça, c'est évidemment une partie qui est pas pour l'instant évocable ici, mais qui doit l'être entre les Européens s'ils veulent progresser dans cette voie de cette politique de sécurité et de défense commune qu'ils se sont donnés comme un objectif dans leur traité. Hein, tout commence par là. On a évoqué des rapports politiques, mais il y a des définitions qui, elles, sont juridiques, qui existent. Et effectivement, se ressourçant au traité européen, on voit bien quelles sont les ambitions qui, au départ, avaient été déjà décrites et qui demandent un minimum de sursaut et d'ambition pour les construire. Mais je comprends qu'à l'issue de ces conférences, après avoir entendu Laurence, Jérémy et puis tous les autres avant, vous soyez, monsieur, peut-être dans une situation un peu de déception, de désillusion. Je dirais que non, c'est le début du réalisme.